Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Nous nous retrouvons aujourd'hui en direct de mon jardin. Cette période nous fera véritablement vivre des moments exceptionnels pour un nouveau chapitre d'histoire, l'avant-dernier de l'année, le H4. Donc le programme touche doucement à sa fin. Alors avant même d'attaquer ce nouveau chapitre d'histoire H4, je tenais à vous féliciter grandement quasiment tous en réalité, pour l'investissement certain dont vous faites preuve depuis le début de cette période très particulière et très compliquée pour tout à chacun. En effet, vous me rendez les travaux demandés, hein, quasiment tous. Euh, et vous faites preuve d'une extrême bonne volonté. J'ai pu m'entretenir avec beaucoup d'entre vous par le biais de classes virtuelles pour faire des petits points méthodologiques et donc ça, bravo. Ça montre votre envie de progresser toujours. Les secondes C et les secondes J hein, là-dessus. Aucun souci, bravo. De plus, je reçois des travaux de qualité. Alors évidemment, durant ce trimestre, on travaille comme on peut sur l'analyse de documents cette épreuve, hein, cet exercice que vous devez maîtriser pour la première. Et donc, c'est pas évident. Évidemment, les travaux que vous m'envoyez ne sont pas parfaits, fort heureusement, sinon je ne servirais pas à grand-chose. Mais c'est normal, hein, c'est la progression, notamment en termes de méthodologie. Tout est normal. Mais vous faites preuve d'un grand, grand investissement pour progresser. C'est-à-dire que je reçois des travaux très souvent de qualité. Et puis, vous êtes super nombreux à me renvoyer des travaux facultatifs, notamment des DM, hein, corrigés suite à mes remarques, etc. Alors, à cet égard, sur cet investissement, je tiens à féliciter plus particulièrement les secondes C, enfin une grande partie des élèves de seconde C, qui m'ont renvoyé un nombre de travaux assez incalculable. Alors, ça me demande beaucoup de temps de correction, mais c'est un plaisir de voir ô combien vous progressez. Les secondes J, à cet égard, vous avez été quand même nettement moins nombreux, mais dédicace aux deux Léa, qui elles l'ont fait sans aucun problème. De fait, encore bravo à tous, et puis on continue comme ça encore un petit peu jusqu'à la fin de cette année. Donc voilà, ces belles choses étant dites, et encore bravo, nous pouvons attaquer notre nouveau chapitre d'histoire H4. Donc ce nouveau chapitre d'histoire s'intitule Renaissance, humanisme et réformes religieuses au XVe et XVIe siècle. Si vous êtes attentif aux bornes chronologiques XVe et XVIe siècle, ce chapitre se déroule exactement au même moment que le chapitre précédent sur l'ouverture atlantique et les grandes découvertes. Donc nous sommes à nouveau dans l'époque moderne, et de fait au début du chapitre, on va voir ce basculement hein, de l'époque médiévale à l'époque moderne. Pourquoi évidemment, ce qu'on a vu auparavant, les progrès dans la connaissance du monde avec la découverte de l'Amérique, la Terre que l'on sait désormais ronde avec certitude et autres, vont avoir une grande influence sur ces mouvements que nous allons étudier. Alors, pour débuter, introduire ce chapitre, nous allons observer une œuvre d'art que vous connaissez peut-être, qui est aujourd'hui exposée à la National Gallery de Londres et qui a été réalisée en 1533 par un artiste hollandais, Hans Holbein. Navré pour cet accent hollandais absolument désastreux, je ne l'ai pas du tout. Du coup, et qui va nous permettre en fait de poser toutes les bases de ce chapitre parce qu'en fait, on voit tout sur cette œuvre d'art. Alors, tout d'abord, ça doit vous sauter aux yeux. Les personnages principaux de ce tableau ne sont autres que des hommes. Ok donc ici, en fait, on a un ambassadeur. C'est l'ambassadeur du roi de France, François Ier, au Royaume-Uni, et un de ses amis. Donc, ce sont là, cette fois, les hommes qui sont au cœur de l'œuvre. Et en fait, ça, c'est révélateur du mouvement qu'est l'humanisme, qui place les hommes au cœur de la réflexion. Contrairement à ce qui était fait au Moyen Âge, où en fait c'était Dieu et la religion qui étaient au cœur des œuvres. Là, on est véritablement sur l'homme. L'homme capable de progresser grâce aux connaissances, et là, je vous renvoie à ce qu'il y a au centre de l'œuvre, les connaissances que vous avez illustrées par divers instruments, hein, comme par exemple le globe terrestre. Comme on le sait désormais avec certitude, la Terre est ronde. Et donc cet homme doit s'instruire, doit se cultiver pour faire progresser l'humanité. Alors, autre chose que nous montre cette œuvre, très clairement, c'est le mouvement artistique qu'est la Renaissance. Si vous faites attention à ces personnages, ils sont représentés avec un réalisme absolument exceptionnel. Et là, véritablement, c'est révélateur de la Renaissance et de ces nouvelles techniques artistiques qui arrivent en Europe.
Enfin, dernier élément intéressant sur ce tableau, ici, en haut à gauche, vous avez un crucifix. Donc nous sommes face à une Europe qui est encore très chrétienne, donc encore très imprégnée par la religion, mais ce crucifix est au second plan, il est en arrière-plan. Et donc, ça souligne hein, la perte d'influence, d'une certaine manière, d'une Église qui est remise en question progressivement. Et cette remise en cause est également représentée ici. Alors ici, ceux qui connaissent l'œuvre doivent savoir de quoi il s'agit. Pour les autres, on va expliquer tout de suite. En fait, ici, vous avez un procédé qui s'appelle l'anamorphose, un procédé artistique qui consiste à déformer un élément et vous ne pouvez le voir sous sa réelle forme qu'en vous mettant sur le côté du tableau. Donc, si un jour vous allez à la National Gallery, vous ferez attention. Ici, en fait, sur ce tableau, là, quand vous regardez ça comme ça, vous ne savez pas véritablement ce que représente cette forme étrange en bas du tableau. Si je me mets sur le côté du tableau, en fait, j'arrive à voir un crâne humain. Et avec ce crâne humain, l'auteur a souligné sa crainte de la mort et il révèle également les crises religieuses que l'Europe va connaître au XVe et XVIe siècle. Donc, ce chapitre, en fait, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir un nouveau courant intellectuel, une nouvelle façon de penser qui est l'humanisme, qui va permettre à l'Europe de véritablement progresser en se questionnant. Dans le même temps, on a un courant artistique fabuleux qui s'appelle la Renaissance. Et ces deux courants vont également générer une remise en cause de l'Église E majuscule, c'est-à-dire l'institution dominée par le pape, et engendrer des modifications certaines, des réformes au sein de la religion chrétienne, qui nous amènent donc à nous demander comment le renouveau de la pensée et de l'art au XVe et XVIe siècle favorise-t-il les réformes religieuses en Europe. Donc, première partie, nous verrons le mouvement intellectuel qui est l'humanisme, deuxième partie, le mouvement artistique qui est la Renaissance, et enfin, en dernière partie, nous verrons la crise religieuse que rencontre l'Europe à l'époque moderne.